John Gallianos est le maître incontesté du polygraphe au pays. Au cours de sa carrière, il a joué un rôle primordial dans plusieurs affaires policières qui ont fait les manchettes. En 1981, Gaétan Tremblay, le principal suspect d'un meurtre crapuleux survenu dans la région de Québec, se présente à son bureau. Ginette Goupil était dans un fossé. Le cadavre était mutilé. C'était l'atrocité de la scène. Vraiment, vraiment, vraiment. Le colosse, se sentant piégé, n'attend qu'un moment d'inattention des enquêteurs pour passer à l'action. C'est un gars très impressionnant, très bâti. Une personne de même, ça peut être une bombe à retardement. Le 6 mai 1981, au matin, un homme qui se rend au travail découvre le cadavre de Ginette Goupil sur le bord de la route, près du golfe de Courville. Le corps de la victime porte d'horribles marques, laissant croire à l'œuvre d'un sadique. Ginette Goupil était dans un fossé. Elle avait été coupée à différents endroits du corps. Et c'est une scène quand même horrible à voir, là. Ça fait 35 ans de ça. Et puis, vraiment, là, je l'ai encore en mémoire. C'était l'atrocité de la scène. Vraiment, vraiment, vraiment. Le sein gauche était manquant, c'est-à-dire avait été enlevé. On voyait les tissus, on voyait la graisse du sein. La partie du pubis avait été également enlevée. J'ai eu d'autres scènes de crime avec des visions difficiles, mais celle-là fut particulièrement marquante. Si terrible que soit la scène de crime, les enquêteurs se doivent de procéder méthodiquement pour ne laisser échapper aucun détail qui pourrait faire avancer l'enquête. Généralement, lorsqu'un crime est commis, les premiers policiers qui interviennent vont sécuriser la scène de crime. La première étape, c'est de prendre des notes. Et après ça, il y a des techniciens qui vont partir du corps puis qui vont rayonner autour de ça pour en arriver à couvrir complètement la scène de crime. Ensuite de ça, on va y aller avec les photos de tous les objets en place. En arrivant sur la scène, il ne faut pas être pressé, il faut y aller avec logique. D'abord, c'était une scène qui était inhabituelle. Le cadavre de Ginette Goupil était mutilé d'une façon particulière, d'une façon que j'avais jamais vue puis j'ai plus jamais revue. S'il y a beaucoup de blessures puis il n'y a pas de sang sur la scène, ça veut dire qu'il a été déplacé. On voyait pratiquement rien comme indice. Donc, dans ce temps-là, il faut chercher. En quête d'indices, les policiers procèdent à une analyse minutieuse de la scène de crime. Le technicien Jean-Pierre Langevin remarque un détail qui aura son importance dans la suite de l'enquête. En regardant un peu plus, j'ai constaté que sur l'orteil de Ginette Goupil, il y avait un petit point, comme une piqûre de quelque chose. C'était rouge. On a trouvé à quelques pieds de la victime une hameçon, une trôle pour aller à la pêche. Donc, ça nous a fait penser que la victime avait été transportée dans une auto. Et puis, d'après moi, j'ai dit, hop, l'auto, le coffre de l'auto, c'est un coffre de pêcheur. Et puis qu'il y avait une hameçon, une trôle qui traînait quelque part. Et puis dans le mouvement pour la sortir de l'auto, cette trôle-là a piqué après l'orteil et puis est sortie de l'auto en même temps. Et puis j'avais dit ça aux enquêteurs, quand vous trouverez un suspect, vérifiez son auto. Le lendemain de la découverte du corps de Ginette Goupil, les policiers reçoivent un appel de Gaétan Tremblay. Il serait l'un des derniers à avoir vu la victime vivante et souhaiterait apporter son aide aux enquêteurs. Cet appel téléphonique les intrigue grandement et ils fixent immédiatement un rendez-vous avec ce témoin important. Les enquêteurs, eux autres, avaient une bonne idée que ce monsieur-là cachait quelque chose. La veille de la découverte du corps de Ginette Goupil, soit le 5 mai 1981, la jeune femme rencontre Gaétan Tremblay, un ancien collègue de travail, au bar Le Palmier d'Argent à Beauport.
Ils se sont ensuite dirigés au restaurant Le Fiacre, où ils partagèrent un repas bien arrosé. Mais selon plusieurs témoins, le ton aurait monté et ils se seraient fortement disputés sur place. C'est au sujet du sexe. Lui, il l'amenait souper. Il a passé la journée avec. Il l'amenait souper et qu'elle ne voulait pas le suivre. Le monsieur n'était pas content. Il était en boisson. Puis ça parlait fort. Donc, ça a attiré l'attention de plusieurs personnes. On dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? Le monsieur est choqué après sa madame. Malgré les frictions qu'ils ont eues au cours du repas, Ginette Goupil quitte le restaurant en compagnie de Gaétan Tremblay. On ne reverra plus jamais la jeune femme vivante. Dans sa version des faits à la police, il dit, oui, j'étais avec. Je l'ai amené à son véhicule. Puis j'ai dit bye-bye. Je l'ai laissé là. Donc, la logique des choses, c'est qu'elle aurait pris ses clés, embarqué dans le véhicule, puis serait partie. Sauf que le véhicule est toujours resté en place. Elle ne s'est jamais rendue dans son véhicule. Donc, des enquêteurs ont douté de sa version. Les policiers proposent à Gaétan Tremblay de subir un test polygraphique. Le colosse, mesurant plus d'1,80 m et pesant quelques 110 kilos, se présente donc au bureau de John Gallianos. Le monsieur qui s'est présenté appartenait, c'est un gars très impressionnant, très bâti. Il semblait dans sa bulle. Les enquêteurs d'expérience voient qu'une personne de même, ça peut être une bombe à retardement. Afin de bien mener le test polygraphique de Gaétan Tremblay, John Gallianos doit être mis au courant des détails de l'affaire. Il s'éloigne donc un moment en compagnie de l'un des enquêteurs au dossier. Pendant que j'étais en train de briefer avec l'enquêteur principal, le deuxième enquêteur était plus loin, face au monsieur. Le polygraphiste et l'enquêteur discutent calmement lorsqu'ils entendent des cris provenant du bureau. Soudainement, j'entends « Hey les gars, hey les gars! » Et j'ai même entendu un bruit. C'était la tête de Gaétan Tremblay qui avait tombé sur le pupitre. Il y avait du sang. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Pourtant, il avait été fouillé. Quand tu as beaucoup à cacher, puis souvent, il va être tout ça comme du gros stress. Et c'est la raison que souvent, les gens vont passer à l'acte. Gaétan Tremblay est le principal suspect du meurtre de Ginette Goupil. Il doit passer un test polygraphique, mais alors qu'il se trouve dans le bureau de John Gallianos, il tente de mettre fin à ses jours. Agir comme il a agi, il fallait qu'il y ait beaucoup de choses sur sa conscience. Et pour tenter de se suicider, il voulait réellement se suicider. Il n'aura fallu qu'un court moment de distraction de l'enquêteur chargé de le surveiller pour que le colosse commette un geste désespéré. Et lorsque l'enquêteur s'est levé pour aller chercher le café, il a sauté sur un pic qu'on met des messages dessus, en métal argenté, qui est bien pointu. Il s'est rentré ça sur le côté de la tête. Habitués à réagir prestement dans de telles situations, les policiers appellent les secours et entreprennent immédiatement les manœuvres de réanimation. On a appelé 911, il faut le faire. On a tenté de le réanimer, premièrement en parlant avec, pour s'assurer qu'il pouvait revenir. Et il est revenu assez rapidement. Malgré le saignement abondant et l'aspect rebutant de son geste, Gaétan Tremblay ne souffre pas d'une blessure potentiellement mortelle. Ça a rentré un pouce et quart dans la tête, sauf que ça n'a pas fracassé le crâne. Il s'est manqué. Le geste désespéré que vient de commettre le suspect est pour John Gallianos un bon indice qu'il est impliqué dans le meurtre de Ginette Goupil. Son expérience lui a appris que certains coupables se sentent coincés quand vient le temps de passer un test polygraphique et qu'il décide alors d'en finir. Pour le coupable, et souvent, c'est un énorme stress pour la personne. Il a son petit secret, puis il veut pas que ça soit dévoilé. Un individu qui va simuler une tentative de suicide dans une salle d'interrogatoire peut avoir plusieurs raisons. Modéré peut-être parce qu'il veut essayer de susciter de la compassion de la part des policiers, ou il peut tenter aussi vraiment de se suicider parce qu'il sait qu'il est pris, puis il va essayer de se faire justice lui-même. Quand tu as beaucoup à cacher et que ça va se dévoiler, là, oublie pas, moi, je connais pas sa famille. Y a-tu déjà des enfants? Y a-tu des parents? On connaît pas sa vie. Mais chose certaine, l'image que certaines personnes peuvent avoir, c'est que la personne va être démasquée. Puis les gens n'aiment pas être démasqués.
Donc, souvent, il va être tout ça comme du gros stress. Et c'est la raison que souvent, les gens vont passer à l'acte. Sentant que l'homme est réellement désespéré, le polygraphiste décide, malgré sa blessure à la tête, de questionner Tremblay sur son implication dans le meurtre de la jeune femme. Étant donné la nature du crime et le comportement, moi, je me suis dit tout de suite, il y a quelque chose à cacher, il est impliqué là-dedans. Il est en mesure de quand même de parler, c'est comme réveiller. Je voulais pas laisser passer l'opportunité. Je l'ai à ce moment-là interrogé. De nos jours, cette situation-là est complètement et tout à fait illégale. Un juge, en écoutant cela, serait vraiment surpris, même qu'on tenterait de mettre une déclaration d'un inculpé qui venait juste d'essayer de s'enlever la vie en preuve. Alors, ça serait hautement sanctionné. Un témoignage ainsi obtenu serait aujourd'hui très certainement rejeté par la Cour. Mais à l'époque, une pièce législative devenue maintenant incontournable n'était pas encore en vigueur. En 1981, cette déclaration-là a été acceptée en preuve. Mais il faut comprendre que par la suite, il y a quelque chose de monumental qui est venu sur la scène canadienne en droit criminel, et c'est la Charte canadienne des droits et libertés. C'est une loi qui est dans la Constitution canadienne qui protège les individus contre l'État, en fin de compte. Alors, il y a une panoplie de droits qui sont garantis, dont le droit au silence. Avant, la Charte, c'était quand même beaucoup plus rock'n'roll dans le droit criminel. Il y a certains puristes qui disaient, ben non, il ne faut pas y parler. Ben moi, je ne suis pas cette vie-là. Cette vie, on veut solutionner l'événement. On veut savoir, premièrement, si c'est lui. À ce moment-là, moi, je ferais la même chose aujourd'hui. Le polygraphiste tire avantage de la situation de faiblesse du témoin, allant aux limites de la légalité, mais il considère que c'est le meilleur moyen de découvrir la vérité dans cette affaire. John Gallianos questionne donc Tremblay, mais plutôt que de mettre en doute sa version des faits, il se montre compréhensif dans le but de favoriser la confession. L'enquêteur, lui, son rôle, c'est d'aller chercher la vérité. Mais en demandant, ah ouais, dis-moi-les, la personne va se fermer. Elle va dire, j'ai rien à dire. Dans ce temps-là, on peut rejeter le blâme sur la victime, comme quoi qu'elle avait peut-être insulté. Ah ouais, ça a bien du bon sens. Les gens aiment ça. On ne veut pas se voir comme un monstre. On ne veut pas se voir comme une personne si méchante que ça. Donc, si j'ai agi, c'est parce que j'ai été provoqué. Dans ce cas-là, John, il a été avec une approche qui fait en sorte de démontrer au suspect qu'on ne juge pas. On va lui dire que c'est peut-être pas vraiment de sa faute s'il agit comme ça. Il y a peut-être un problème en quelque part. Alors, on ne l'accuse pas, on ne le traite pas comme étant un taré, même si on le pense. On ne le traite pas comme tel. Profitant de la détresse psychologique du suspect, John Gallianos réussit rapidement à obtenir une confession. Gaétan Tremblay lui avoue avoir été impliqué dans le crime. Il a immédiatement confessé avoir causé la mort de Ginette Goupil. Étant donné les conditions très particulières dans lesquelles la confession de Tremblay a été obtenue, on peut remettre en doute le fait qu'elle était véritablement libre et volontaire. Mais John Gallianos ne se défile pas. Il est convaincu d'avoir bien agi dans les circonstances, ne serait-ce que pour la victime et ses proches. C'est bien beau penser à la cour, là, mais il faut penser à la famille. J'ai mon gars qui agit de même devant moi. Là. Non. J'ai assez d'expérience pour voir que, il y a quelque chose qui va pas, il cache quelque chose. Donc, c'était le temps de questionner le gars. Et non pas dire, bon, ben va à l'hôpital, puis si ça te tente de venir la semaine prochaine, on va te tester. Outre le geste désespéré qu'il a commis, qui laisse croire à sa culpabilité, la première déclaration faite par le suspect au policier comportait aussi des failles majeures qui ne sont pas passées inaperçues pour ces enquêteurs d'expérience. Quand on se fait un portrait de l'événement, on essaie de visionner l'événement. Son histoire n'a pas de bout. C'est qu'elle l'avait laissé. Quasiment, elle a mis sa poignée. Puis, elle est enlevée. Il aurait fallu qu'elle soit enlevée du moment que lui, elle laisse là, jusqu'à l'embarque dans le véhicule. Ça se fasse comme un flash, là. Hein? Il faudrait que ce soit des gens extraterrestres qui viennent d'enlever. Ça n'a pas de bon sens. Gaétan Tremblay donne sa version des faits au policier. Il avoue avoir causé la mort de Ginette Goupil, mais il jure que c'était accidentel. Dans sa version des faits, il aurait mentionné qu'il l'a poussée.
et qu'elle aurait tombé, elle serait cognée à la tête. Et à ce moment-là, il aurait tout simplement il aurait coupé les parties du corps pour maquiller ni plus ni moins la scène, pour faire passer ça sur quelqu'un qui est un abuseur sexuel. À l'autopsie, ils ont découvert qu'il y avait un objet qui avait fait des dommages, puis qui avait perforé des organes internes en plus, là. C'était plus profond que juste superficiel. La personne qui a fait ça aurait pu s'arrêter à n'importe quel moment de son acte. Et puis là, c'est trop, là, c'est trop. 15 ans de scène de crime, puis j'ai pas vu des choses comme ça. À mon opinion personnelle, aussi avec l'expérience que j'avais des scènes de crime, pour moi, là, c'est impossible qu'il ait voulu maquiller la scène autant que ça. C'est la version que lui trouvait moralement acceptable. Donc, avec une version de même, ça le rend moins méchant. Mais est-ce que c'est la vraie version? Seul lui le sait dans sa tête. C'est un individu qui est malade. Mais malade, ça veut pas dire qu'il est pas coupable. Comment t'expliques les marques? Ben, je sais pas. Suspecté du meurtre de Ginette Goupil, Gaétan Tremblay a tenté de se suicider dans le bureau de John Gallianos. Profitant de l'instabilité psychologique du suspect, le polygraphiste réussit à obtenir une confession. Le colosse avoue avoir tué la jeune femme, mais il jure que c'était accidentel. Sur l'impulsion du moment, je peux comprendre qu'un monsieur ou une dame qui est fâché, une chicane avec son conjoint, peut arriver à une certaine extrême à cause d'une colère là, immense. Mais qu'ensuite de ça, on s'acharne sur le corps, là, même pour maquiller le crime, c'est abominable. Là. Il faut y penser. C'est un individu qui est malade. Mais malade, ça veut pas dire qu'il est pas coupable. Tremblay a avoué être l'auteur du meurtre de Ginette Goupil. Mais le polygraphiste cherche à obtenir des renseignements supplémentaires qui lui permettront de mieux comprendre les circonstances du drame. Il questionne le suspect sur les graves mutilations qu'il a infligées sur le corps de la victime. De dire que je suis en boisson, on s'est chicané, je l'ai poussé sans l'intention de la tuer, mais elle s'est cognée à la tête, elle est décédée. Comment t'expliques les marques? Ben, je sais pas. Peut-être que tu voulais masquer la scène. C'est ça. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Ce qui est important, c'est qu'ils nous disent qu'effectivement, il est impliqué dans son meurtre. Et de là, les enquêteurs vont tenter de trouver par moyen d'enquête de qu'est-ce que c'est qui s'est passé. Pour que la confession de Gaétan Tremblay mène à une condamnation, elle doit être absolument corroborée par l'enquête policière. Les éléments de preuve nécessaires proviendront du coffre de la voiture du suspect. Exactement comme l'avait soupçonné Jean-Pierre Langevin, on y a découvert des hameçons similaires à celui trouvé sur la scène de crime. Une fois convaincus que la victime a bel et bien été transportée dans le véhicule de Tremblay, les policiers poursuivent leur enquête par une fouille complète de sa propriété. On est allé faire du travail au chalet de M. Tremblay. À cet endroit-là, on avait prélevé des traces de sang. Suite à sa confession et aux preuves accablantes recueillies par les enquêteurs, Gaétan Tremblay a été formellement accusé du meurtre de Ginette Goupil le 11 mai 1981. Le colosse comparaît devant le coroner Lagacé à la cour de Sainte-Foy. Maquiller une scène de crime peut fortement influencer non seulement le verdict du juge sur la culpabilité de l'individu, mais également sur la sentence qui va lui être imposée. Ce maquillage de scène de crime, c'est ce qu'on réfère dans notre jargon à nous à un comportement post-délictuel. Alors, ça veut dire tout ce qui s'est passé après que le crime a été commis. Tous ces éléments-là, ce sont des facteurs qu'un juge peut prendre en considération et qui vont évidemment être des facteurs aggravants qui vont influencer hautement la sentence. Malgré ce qu'en dit le suspect, tous les policiers impliqués dans l'affaire doutent que la mutilation du corps de la victime a été faite dans l'unique but de maquiller la scène de crime. Pour ces enquêteurs chevronnés, cela révèle plutôt un possible problème psychologique chez le meurtrier.
Lorsque le corps est gravement mutilé à des endroits précis, comme les organes génitaux, par exemple, ou qu'on a introduit dans le corps des objets contondants, là, à ce moment-là, on assiste à l'élaboration d'une scène commise par un individu qui exprime de la rage, de la vengeance, de l'amertume, une sorte de magma émotionnel où l'individu exprime sa motivation profonde. Reconnu criminellement responsable pour ses actes, Gaétan Tremblay sera condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Un an plus tard, il sera reconnu coupable d'un autre meurtre commis en 1979. Au fil des ans, Gaétan Tremblay s'est souvent vu refuser une libération conditionnelle parce que la commission chargée d'examiner son cas jugeait le risque de récidive trop élevé. En 2007, 26 ans après le meurtre crapuleux de Ginette Goupil, comme il affirme que son plaidoyer d'alors n'était pas volontaire, il demande à la Cour que l'on révise sa sentence. Il sera débouté. Après 25 ans de pénitencier, l'individu qui nie encore sa responsabilité vis-à-vis ce meurtre-là, cela est particulièrement mal vu pour la Commission de libération conditionnelle parce qu'il n'a pas fait la première étape dans leur avis, qui est d'accepter la responsabilité de son acte criminel. Les policiers ont rapidement mis la main sur Gaétan Tremblay. Mais pour John Gallianos, il ne fait aucun doute que le polygraphe a été un élément déterminant dans ce dossier, même si le suspect ne s'est finalement jamais soumis au test. Dans un cas habituel, c'est que justement, après avoir le briefing avec l'enquêteur, on rencontre l'individu, on lui explique le fonctionnement de l'appareil, on lui fait signer une formule d'autorisation, puis on lui pose des questions sur sa santé, puis on lui demande sa version des faits. Mais dans le présent cas, j'ai pas eu à faire ça. En fait, il a décidé de se tester lui-même.